Il murmure, il s'attarde, il vous attire. Il frôle les contours de votre esprit au moment où vous vous y attendez le moins. Avez-vous peur d'écouter? Ou cela réveille-t-il quelque chose de profond en vous? Dès notre premier souffle, le désir nous façonne. Il nous guide, nous hante, parfois nous tourmente. La société nous ordonne de l'étouffer, la morale nous intime de le maîtriser. Pourtant, l'histoire nous montre que les moments les plus passionnés, les plus puissants, les plus dangereux de l'humanité ont été portés par sa force. Mais voici la vraie question. Le désir est-il votre pire ennemi ou votre super pouvoir inexploité? Freud pensait que le réprimer pouvait nous rendre malades. Jung y voyait la clé pour révéler notre véritable moi. Mythologie, cinéma, art, partout où l'on regarde, le désir est cette force qui crée et détruit. Et maintenant, c'est à vous de plonger au fond de vous-même. Êtes-vous prêt à explorer les eaux sombres de vos propres aspirations? Ou allez-vous claquer la porte et faire comme si vous n'aviez jamais entendu ce murmure? Plongeons Y. Un fantôme vous suit. Il ne parle pas avec des mots, mais avec des murmures de désir, des éclats fugaces dans l'ombre de vos pensées. Vous pouvez essayer de l'ignorer, de le reléguer dans un coin obscur de votre esprit, de prétendre qu'il n'existe pas. Mais il veille, il attend, affamé. C'est ça, le désir. L'ombre derrière chaque choix, le pouce ou chaque hésitation, la raison pour laquelle vous rêvez de choses que vous n'osez pas dire à voix haute. Le désir est l'une des forces les plus puissantes de la nature humaine, et pourtant, il reste l'une des moins comprises. On en parle à voix basse, on le drape de secrets, parfois de honte. D'où vient-il? Que veut-il? Et que se passe-t-il quand on refuse de l'écouter? Pour percer ce mystère, il faut plonger loin, au-delà des masques que nous portons, au-delà même de notre conscience, dans les paysages de la psychanalyse, de la mythologie et de la culture, là où le cœur du désir bat le plus fort. Dans cette première partie, nous explorerons comment le désir agit dans l'esprit, en nous appuyant sur la théorie psychanalytique de Freud et le concept de l'ombre de Jung. Nous verrons aussi comment le désir se manifeste dans la vie quotidienne, du plus banal au plus dramatique, et comment sa répression le transforme souvent en quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. À la fin de cette section, nous comprendrons que le désir n'est pas une simple impulsion passagère, mais une force fondamentale qui sculpte nos identités et nos destins. La nature du désir, une faim insatiable. Imaginez un enfant qui tend la main vers une flamme. Un adulte intervient, « Non, il ne faut pas toucher, ça va te brûler ». L'enfant hésite, la main suspendue dans l'air. La flamme appelle quelque chose d'ancestral en lui. L'interdiction ne fait qu'aiguiser son envie. C'est l'essence du désir, un manque rendu plus vif par le refus. Dès que nous prenons conscience du monde, on nous apprend à réprimer nos premiers désirs. Crier, saisir, goûter, ces envies rencontrent des limites. Certaines sont pratiques, ne pas toucher le feu, car il brûle. D'autres sont imposées par la société, ne pas exprimer sa colère trop fort, ne pas montrer son attirance trop ouvertement, ne pas désirer trop avidement. Alors, nous apprenons à refréner, à cacher, à feindre. Mais que deviennent ces désirs enfouis? Freud, le père de la psychanalyse, croyait que rien dans l'esprit humain ne disparaît vraiment. Ce que nous refusons d'admettre se retire dans l'inconscient, où il fermente et se transforme. Les désirs que nous ignorons ne s'évanouissent pas, ils mutent. Le modèle de Freud, la cage et la bête. Pour comprendre le fonctionnement du désir, il faut d'abord saisir la division de l'esprit selon Freud. Le ça, la partie brute et instinctive de notre psyché. C'est le chaos, l'exigence, rempli de désirs de plaisir, de pouvoir et de satisfaction primitive. Le ça se moque des conséquences, il sait seulement ce qu'il veut. Le moi, le médiateur, celui qui gère la réalité. Il négocie entre ce que nous voulons et ce qui est socialement acceptable. Le surmoi, le gardien de la morale, construit à partir des normes sociales, des enseignements parentaux et des règles intériorisées. C'est la voix qui dit « tu ne dois pas », celle de la honte et de la retenue. Le désir naît dans le ça, remontant comme du magma. Mais à la surface, il rencontre le surmoi, qui nous ordonne de le repousser. Le moi, coincé entre les deux, lutte pour maintenir l'équilibre. Quand un désir est trop dangereux pour être exprimé, il est réprimé, enfermé dans l'inconscient. Mais cette répression a un coût. Un désir nié ne disparaît pas, il trouve d'autres moyens de se manifester. Il peut se glisser dans les rêves, déguisé en symbole. Il peut surgir sous forme d'obsession inexplicable, de peur irrationnelle, de colère soudaine. Ou il peut s'exprimer par la sublimation, transformé en art, en musique, en littérature, voire en ferveur religieuse. Mais dans sa forme la plus extrême, un désir réprimé peut se tordre en névrose, en compulsion, voire en violence. L'ombre de Jung, le monstre dans le miroir. Si le modèle de Freud explique les mécanismes de la répression, le concept de l'ombre de Jung en éclaire les conséquences. Selon Jung, chacun de nous porte une ombre, une partie de soi contenant tout ce que nous refusons de reconnaître. Plus nous nions nos désirs,
plus notre ombre devient sombre et instable. Imaginez une personne élevée dans l'idée que la colère est inacceptable. Elle ne hausse jamais le ton, ne montre jamais sa frustration, toujours souriante, toujours polie. Mais un jour, quelqu'un lui coupe la route, et soudain, une explosion de rage jaillit. L'ombre s'est libérée. C'est le paradoxe de la répression. Plus nous nions une émotion, plus elle gagne de pouvoir sur nous. Il en va de même pour le désir. Une personne qui refoule ses impulsions romantiques ou sexuelles peut se retrouver consumée par la jalousie, l'obsession ou la culpabilité. Une personne qui nie son ambition peut se saboter elle-même, terrifiée par sa propre soif de réussite. Le désir dans la vie quotidienne, le marionnettiste silencieux. La plupart des gens pensent contrôler leurs décisions. En réalité, beaucoup de nos actes sont influencés par des désirs cachés. Le choix d'une carrière, les personnes qui nous attirent, ce qui nous frustre ou nous inspire. Sous chaque décision se tapit une force inconsciente qui guide nos actions. Prenez l'exemple d'une attirance non dite. Deux collègues travaillent ensemble, aucun ne reconnaissant la tension qui les relie. Ils se convainquent que ce n'est rien. Pourtant, leurs mots s'attardent un peu trop longtemps, leur conversation dérive vers le personnel, ils trouvent des excuses pour être près l'un de l'autre. L'énergie s'accumule, non dite, non reconnue, jusqu'à ce qu'un jour, elle déborde soit dans un moment de passion, soit dans une rupture irréversible. Ou prenez l'exemple de l'ambition. Une personne élevée dans une famille valorisant le sacrifice peut grandir en pensant que chercher le succès personnel est égoïste. Elle refoule son envie de réussite, se convainquant qu'elle est satisfaite. Mais le désir ne s'efface pas. Il se retourne contre elle, se transformant en ressentiment, en amertume ou en autosabotage. Le désir ne peut être ignoré. Il trouve soit une expression, soit une destruction. La mince frontière entre passion et obsession. Quand le désir est reconnu et intégré, il peut être l'une des forces créatives les plus puissantes qui soient. C'est l'élan derrière chaque grand roman, chaque symphonie, chaque invention révolutionnaire. C'est le feu qui pousse les amants à traverser des continents, qui alimente les révolutions, qui donne à la vie une intensité vibrante. Mais quand le désir est nié, il peut devenir monstrueux. L'histoire regorge de récits de désirs incontrôlés menant à la destruction, des rois qui ont perdu des empires pour un amour interdit, des génies écrasés par le poids de leurs obsessions, des gens ordinaires qui ont détruit leur vie en courant après quelque chose juste hors de portée. La revanche de l'ombre. Jung expliquait que tout ce que nous jugeons inacceptable, colère, avidité, ambition, et surtout désir, ne disparaît pas lorsqu'on le nie. Au contraire, cela s'enfonce dans l'inconscient, où cela se transforme en forme déformée, cherchant à s'exprimer d'une manière imprévisible. Le désir réprimé ne s'évanouit pas, il se déguise en supériorité morale, explose en vice compulsif ou se manifeste en rage inexplicable. Les plus pieux deviennent les plus pervers, les ascètes deviennent des prédateurs. Les preuves sont partout. Les plus grands scandales de l'histoire ne se trouvent pas dans les ruelles de l'indulgence, mais dans les couloirs de la retenue. Le prêcheur qui condamne le désir est souvent celui qui est pris dans des affaires scandaleuses. Le dirigeant qui impose des lois puritaines est souvent celui qui se noie dans des plaisirs secrets. L'exécutif qui refoule ses besoins sous un vernis de professionnalisme succombe à la tentation du pouvoir, sombrant dans la corruption et la destruction. L'ombre ne se laisse pas nier. Elle se ferait un chemin vers la lumière, par la compulsion, la névrose, voire la folie. La maladie du déni. La répression engendre la maladie psychologique, émotionnelle, parfois physique. Jung ne voyait pas la répression comme une vertu, mais comme une pathologie. Quand le désir sexuel est ignoré, il ne meurt pas, il se transforme en anxiété, en dépression, en paranoïa. Des études montrent que les sociétés au tabou sexuel strict souffrent souvent de taux plus élevés de troubles psychologiques. À l'échelle individuelle, le coût est tout aussi destructeur. Celui qui nie ses désirs perd contact avec son moi authentique, créant une psyché fragmentée, un fossé entre ce qu'il ressent et ce qu'il montre au monde. La répression sexuelle est liée à des fantasmes rongés par la culpabilité, à des comportements obsessionnels, à une incapacité à tisser des liens émotionnels profonds. Elle nourrit la honte, ce poison insidieux qui s'infiltre dans tous les aspects de la vie, rendant l'amour impossible et l'intimité terrifiante. Ceux qui sont piégés dans cette toile soit se referment émotionnellement, soit se rebellent si violemment contre leur répression qu'ils basculent dans l'extrême opposé. Indulgence effrénée, addiction, autodestruction. Le coût pour la société. Mais le prix de la répression ne touche pas seulement les individus. Il s'infiltre dans le tissu même de la société. Jung avertissait que ce qui est nié dans la psyché personnelle trouve sa place dans l'inconscient collectif. Quand une société réprime la sexualité, elle crée des cultures d'hypocrisie et de violence. Les régimes les plus puritains engendrent souvent les mouvements clandestins les plus pervers. Plus une culture insiste sur la pureté, plus elle produit des déviants secrets, des doubles vies, et au pire, des systèmes d'oppression qui punissent le désir tout en l'exploitant à huis clos.
Les institutions religieuses, les États autoritaires, les cadres moraux rigides prétendent tous protéger la vertu. Mais ils engendrent précisément ce qu'ils craignent. Plus nous réprimons, plus nous déformons. Plus nous nions, plus nous donnons de pouvoir à ce que nous essayons d'éliminer. Un monde qui refuse de reconnaître le désir ne l'éradique pas, il l'arme, entraînant des cycles d'abus, de désirs cachés et de fractures sociétales qu'aucune loi ni doctrine ne peut réparer. La voie de sortie, l'intégration, pas la suppression. Jung ne prônait pas l'indulgence effrénée, mais l'intégration consciente. La seule façon de se libérer de l'emprise d'un désir réprimé est de le reconnaître, de le comprendre et de le canaliser de manière constructive. Reconnaître ses désirs sans honte, c'est reprendre son pouvoir. Accepter son ombre, c'est empêcher qu'elle ne nous possède. Cela ne signifie pas céder à chaque impulsion, mais cela ne veut pas non plus dire rejeter aveuglément. Il s'agit de comprendre l'énergie derrière le désir, non comme quelque chose à craindre, mais comme une force qui peut être orientée vers la créativité, la passion, des liens significatifs. C'est le carburant de l'art, de la littérature, de l'innovation, de la transcendance spirituelle. Quand elle est maîtrisée avec conscience, la répression crée des monstres. L'intégration crée la complétude. Le prix final, quand la répression devient destin. Réprimer, c'est abandonner le contrôle. Ceux qui ne font pas face à leurs désirs consciemment seront gouvernés par eux inconsciemment. Le coût d'un désir réprimé n'est pas seulement la souffrance personnelle, mais une vie gâchée, un destin dicté par la peur plutôt que par l'épanouissement. En termes jungiens, ce que nous ne rendons pas conscient revient à nous sous forme de destin. L'amant qui nie sa passion devient cynique. Le prêtre qui craint la tentation devient prédateur. L'artiste qui enterre son désir devient le critique qui détruit le travail des autres. Et en fin de compte, le coup le plus tragique du désir réprimé est peut-être celui-ci, l'érosion lente et silencieuse de soi. Une vie vécue dans la peur de ses propres désirs est une vie à moitié vécue. Et au bout du compte, il n'y a pas de regret plus grand que de réaliser qu'on n'a jamais vraiment vécu. Si ce contenu vous a captivé, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour en découvrir davantage. À bientôt.